cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le thème matinal d'information, c'est avec Vanel Do. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. La page des sports, c'est avec vous, Larry Sadiak Belon. Bonjour. Oui, bonjour Nasrine. Vous allez bien également? Je suis en pleine forme, malgré cette pluie Ça va aller. qui nous a surpris. Ça va aller. Alors, on démarre avec vous, Anadou. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi avec à la clé plusieurs décisions sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Effectivement, les membres du gouvernement béninois se sont réunis hier mercredi 16 octobre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises à cette plénière. Suivez avec Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, les points et les décisions prises au titre des mesures normatives ainsi que les communications qui ont été effectuées lors de ce Conseil des ministres. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant approbation du schéma directeur d'aménagement du littoral, nomination de commissaires aux comptes près de certaines entreprises publiques. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Les dits travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de football en vue d'assurer l'homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux. Ils prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des 2 terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre. Le Conseil y a marqué son accord et autorisé la contractualisation subséquente avec une entreprise qualifiée. En point 2, mesures d'accompagnement au profit des personnes concernées par la libération de l'emprise de la rue 12 589 de Fille-Rosset à Cotonou. D'une longueur de 548 mètres, cette rue dispose d'une emprise originaire de 15 mètres respectée sur un linéaire de 280 mètres seulement. Le reste du tronçon a été obstrué par des constructions érigées dans le domaine public et qui ont entraîné un rétrécissement de la rue, ne permettant la circulation que sur une largeur d'environ 5 mètres. Dans le cadre de la réalisation des travaux d'asphaltage de la phase 2 à Cotonou, il a été procédé à la libération de l'emprise occupée, affectant certaines propriétés privées constituées de bâtiments et de murs de clôture. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au profit des propriétaires sinistrés et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Procureur général près la Cour suprême, M. Djidonou Saturnin Afatan. Au ministère des Sports, sur proposition du ministre.
Directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, M. Olusegun Judikael Biaou. Directeurs départementaux comme ci-après. Atakora, M. Kunato Isifu. Atlantique, M. Alfred Betogo Toyetome. Borgou, M. Abdouaziz Teyami Abdoulaye. Koufo, Mme Solange Bessi. Mono enfin, M. Job Odilon Awelete Moncho. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Epouzime, a reçu en audience le président du Haut Commissariat de la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan. Hier mercredi, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, a reçu en audience à son cabinet Jacques Migan, président du Haut Commissariat de la prévention du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Les échanges au cours de cet entretien ont porté sur la question de la lutte contre la corruption en milieu scolaire sur toute l'étendue du territoire national. À la sortie de l'audience, Jacques Migan a livré la substance de leurs échanges. Il est au micro de Quentin Amoussou et d'Abdelkader Achiro. Vous le savez, nous sommes depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en train d'effectuer des tournées de visites de courtoisie. Nous avions rencontré le vendredi dernier le président de la HAC. Aujourd'hui, nous rencontrons la vice-présidente de la République. Mais ce que nous avions reçu de la vice-présidente, c'est beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils. Nous sommes allés, nous lui avons expliqué la mission du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et les enseignements que nous avions eus ont porté sur ce que l'éducatrice qu'elle nous a prodigué, la mère nous a donné. Et je vous apprends rien, Madame la vice-présidente de la République est une véritable éducatrice, enseignante. Et donc nous avions reçu des enseignements qui ont porté sur ce que le Haut Commissariat peut réaliser dans le cadre de sa mission. Nous lui avons expliqué que dans ce que veut réaliser le Haut Commissariat portera sur l'éducation à la base. Ce que nous entendons par éducation à la base, puisqu'il s'agit de la prévention, elle doit commencer par les enfants. Les enfants de maternelle, les enfants du primaire, les enfants du secondaire, c'est-à-dire collège, lycée, et les enfants qui sont à l'université, qui sont demain, dans un proche avenir, la relève de ce pays. Nous lui avons expliqué que dans le cadre de nos activités, nous serons dans quelques jours, dans quelques semaines, à l'ENA. Nous serons à l'ENA. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux écoles constituent les écoles qui forment pour demain ceux qui seront les hauts fonctionnaires de ce pays. Donc il faudrait que l'éducation commence aussi par là. La prévention commence par là. Parce qu'on ne peut pas parler de la corruption sans parler de la prévention. La répression, c'est vrai, on en parlera. Mais d'abord, prévenir, comme vous le savez, vaut mieux que guérir. Donc c'est ce qui nous amène à dire que la prévention, comme le gouvernement, les députés qui ont voté cette loi qui a créé, je dirais, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, ont bien pensé. Nous savons ce que la répression a fait. La cliente est là. Et pourtant, les gens continuent à voler, à détourner. Puisque la corruption, ce n'est pas seulement le détournement. Mais vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui
en ce qui concerne la corruption pour notre pays. Le recul que nous connaissons lorsque les investisseurs ne viennent pas, tout simplement parce qu'entre-temps, les compatriotes ont pris par là en pensant à eux au lieu de penser au collectif. Donc ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le respect de la loi, le respect de la chose publique, le respect de l'autorité, l'éducation civique, comme nous l'a enseigné tout à l'heure Madame la vice-présidente de la République, en donnant un exemple précis. En Belgique, on n'enseigne pas la philosophie, mais on enseigne la morale aux plus petits jusqu'en terminale, la morale et l'éducation civique. C'est pour dire que c'est à ce niveau que le changement doit s'opérer. C'est à ce niveau qu'il faudrait mettre l'accent. L'éducation civique chez nos enfants, dans nos établissements, oui. Et nous allons commencer à travailler sur ces pans-là à travers nos stratégies que nous exprimerons bientôt à travers la conférence de presse qui se fera à l'université, à l'ENAM. Donc c'est pour vous dire que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est à pied d'œuvre pour que la corruption soit conjuguée bientôt, dans quelques années, au passé, dans notre pays. Le professeur Farid Baba Moussa expose les nouveaux défis des réformes universitaires. Après la première mandature des responsables des universités publiques du Bénin nommés suite aux réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur qui a pris terme le 15 octobre 2024, le professeur Farid Baba Moussa, professeur à l'université d'Abomey-Calavi, expose les nouveaux défis de ces réformes. Nous avons déjà vécu une première expérience des conseils d'administration. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont vécu cette première expérience ont maintenant un certain vécu de comment fonctionne le psycho d'administration. On était avant dans un budget de fonction, aujourd'hui nous sommes dans un budget d'investissement. Donc il va falloir arrimer les budgets, arrimer les programmes de manière à ce que l'investissement fait une bonne part au niveau de nos budgets. Ensuite, il va falloir passer à un certain nombre d'éléments, notamment la dématérialisation. Que l'étudiant, d'où qu'il soit, puisse s'inscrire, d'où qu'il soit, puisse faire la demande de son certificat, de son attestation, d'où qu'il soit, puisse faire les actes les plus élémentaires possibles de la faculté. Il va falloir procéder à des recherches de financement. On ne peut pas attendre tout de l'État. On doit également procéder à ça. Donc, cela demande à ce que nous mettons en place des services de la coopération. C'est très important, comme le service chargé de l'insertion professionnelle de suivi des apprenants. Donc, il va falloir que tout ce service soit redynamisé. Il va falloir que nous essayons de rendre beaucoup plus participative l'action des enseignants, d'impliquer beaucoup plus les étudiants dans les prises de décision. Il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à cette réforme, nous avons des bureaux d'identité qui sont devenus des bureaux d'identité beaucoup plus coopératifs, qui à la fois obtiennent les mêmes résultats sans casser, sans faire du bruit, mais en écoutant l'autorité, l'autorité également les écoute et en parfaite intelligence et en parfaite complicité et en parfaite vision commune. Équipe des canals, conseil d'administration, équipe rectorale, les enseignants et les étudiants, sans oublier le pédagogie technique, on arrive à avancer. Donc il faut que cette cohésion-là puisse marcher. Il faut mettre l'accent sur, comme je l'ai dit, la recherche et l'innovation technologique. Parce que nos curricula, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut les réviser, de manière que nos curricula puissent, comme je dis, nous mettre en place des étudiants utilisables sur le terrain. Que nos recherches aboutissent à des produits qui sont indispensables à la population. On ne doit plus aller chercher quelque chose dont le bien n'a pas besoin. Le chef était là, les grandes lignes, il a dit l'énergie, les BTP, les NTIC, l'agroalimentaire et la santé. Si vous avez tous ces éléments-là autour, mais il n'y a pas de quoi que nous ne puissions pas nous développer. L'autosuffisance alimentaire, les routes, les bâtiments, eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Si on produit,
on a les routes pour évacuer ce que nous avons produit, et ce que nous avons produit n'est plus envoyé à l'étranger, mais l'agroalimentaire est transformé à l'intérieur du pays et les gens vont venir acheter. Donc on va aller à l'exportation. L'exportation fait rentrer des devises dans les universités. Donc les universités doivent aussi être des éléments de service. Chaque entité doit pouvoir offrir des services de manière à ce que ça apporte encore des devises au niveau de l'entité. La santé mentale est célébrée tous les 10 octobre de chaque année. Le 10 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population sur les problèmes de santé mentale et leur importance dans le monde. Selon l'OMS, la moitié des troubles de la santé mentale apparaît avant l'âge de 14 ans. Quelles sont les actions préventives de cette journée? Élément de réponse avec le psychologue clinicien André Allohonou. Il est au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. Déjà, le bien-être psychologique, le bien-être mental, l'épanouissement de tout et chacun, c'est en fait ça. C'est pas l'absence non plus de conflit ou de vécu, non. C'est que chacun soit équilibré en lui-même, qu'il puisse jouir pleinement de tout son potentiel psycho-émotionnel et qu'il ne se laisse pas balloter ici et là par le courant quotidien, les conflits auxquels il fait face. C'est essentiellement ça. La santé mentale, ce n'est pas non plus absence de maladie et de tout ça. Donc, oui, il y a sensibilisation, il y a des soins qui sont à apporter, il y a prévention et tout ça. Mais l'essentiel, le message, c'est que chacun, chaque population, chaque individu sache que sa santé mentale dépend essentiellement, pour ne pas dire en grande partie, d'elle-même. Il faut que chacun travaille à avoir cet équilibre mental, à avoir cet équilibre émotionnel et psychologique. Donc, travailler à la prévention, éviter certains conflits, travailler à affronter certains conflits, à affronter certaines difficultés de la vie, parce qu'il y a des conflits où il y a des situations qu'on ne peut peut-être pas éviter, mais travailler à avoir, à entretenir un équilibre psycho-social, émotionnel qui nous épanouisse. Donc, travailler à équilibrer, à entretenir notre santé mentale, c'est d'abord un engagement personnel avant de chercher l'apport extérieur pour ça. Société à présent qui choisit entre l'épouse et sa mère. Elle est considérée comme celle qui donne naissance ou élève un enfant. Être mère signifie élever un ou plusieurs enfants depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte dans un environnement de soutien, d'engagement, d'orientation, de conseils d'amont et parfois contre vents et marées en bravant les intempéries de la vie. De l'autre côté, une épouse est celle à qui l'on se lie à partir d'un moment jusqu'à la fin de ses jours. L'épouse, c'est celle qui donne la vie à la progéniture d'un homme. Qui choisit entre une mère et son épouse? Une interrogation alors difficile. Mais les citoyens de la ville de Cotonou se sont essayés à donner des réponses. Ils sont au micro de Francis Fahami. Asicheko do mancheko. Asichia yan wana me. Asichia do important. Nos parents disent toujours un langage, la femme te quittera pour celle qu'elle aime. Mais ta famille ne peut jamais t'abandonner. Donc ma maman, je préfère, ma maman elle est la plus chouchoutée. Hein. Ma femme peut partir, même si elle a plus de 10 enfants, elle peut me quitter. Mais ma maman restera toujours là. C'est ma maman. Désolé qu'elle n'est plus. La femme peut te quitter à tout moment. Mais maman tu es dans le final pour toujours si. Est-ce que ma autant ma femme et ma maman. Bon, ce que moi voilà maintenant, je sais que bon, ma femme aussi c'est ma maman parce que maman il m'a déjà accouché. Donc si moi je dis pas là maintenant là, je vais laisser ma maman.
Parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Donc il faut que je dois supporter ma maman. Dernière information pour finir, le PAM lance un appel d'urgence. Le programme alimentaire mondial PAM lance un appel d'urgence face à la pire crise alimentaire jamais connue en Afrique australe. 5 pays sont particulièrement touchés, dont le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. La situation, déjà dramatique, ne devrait pas s'améliorer avant plusieurs mois, tandis que l'aide internationale tarde à arriver. À l'origine de cette crise, le phénomène climatique El Niño, qui a perduré jusqu'au début de l'été, a entraîné un grave déficit des précipitations dans la région. Les 5 pays concernés ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle, mais le PAM ne s'attend pas à une amélioration dans les mois à venir. Le programme alimentaire mondial appelle aujourd'hui à l'aide, indique Thomson Phiri, porte-parole du PAM pour l'Afrique australe. Le PAM estime que 27 millions de personnes sont actuellement touchées par cette crise alimentaire, dont 21 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Pour faire face à cette crise, le PAM estime qu'il faudrait mobiliser 350 millions d'euros d'aide internationale. À ce jour, seuls 20% de ce montant a été récolté. Face à cette situation, les pays de la région tentent de réagir par leurs propres moyens. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adjagbenon juste après ceci pour la page des sports.